Murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Hello And welcome to Murder and Wine Yeah Baby avec Sarah, et Charlotte. donc votre podcast préféré qui parle de true crime, affaires criminelles, oui, en français. Et on boit également du vin, accessoirement, mais vous n'êtes pas obligés. Pour avaler la pilule. Exactement. Comment ça va? Écoute, ça va très bien et toi? Ça va. Moi, j'ai une histoire très drôle. Allez, vas-y. Je commence direct. En fait, tu sais, ma mère, tu vois la pub là pour Chen Yun, là, tu sais, le spectacle chinois. Du tout. Ah bah en fait, à chaque fois que tu es sur YouTube ou que tu es partout, il y a des affiches partout en ville. Enfin, au niveau du marketing, ils sont très Je bons. suis dans une cave apparemment. Ah ben là, ouais, parce que pour le coup, Chen Yun, tu le vois partout. Donc ma mère, depuis le début, c'était « J'aimerais trop le voir, mon Dieu, c'est incroyable et tout. » C'est qui, Chen Yun? Alors, c'est une troupe de danse chinois, en fait. C'est vraiment de l'art. Et c'est des vrais athlètes. C'est vraiment la préparation. C'est comme, tu sais, les Russes avec la gymnastique. Tu vois, c'est un peu ce truc-là. D'accord. Ils font des trucs avec leur corps. Tu ne comprends même pas. Enfin, c'est incroyable. Et du coup, elle a toujours voulu aller voir ce spectacle. Et donc, une fois, je vois Montpellier, chez Ali Vas-y, je leur paye ça pour... c'est gentil. Pour Noël. Enfin, moi et mon chéri et ma sœur et mon beau-frère, etc. Cadeau commun. Bah, bien sûr. Pour ma mère et mon beau-père. Et du coup, le lendemain, je lui demande, alors, ça t'a plu et tout? Elle fait, écoute, c'était super bien. Juste, il y avait beaucoup de paroles, en fait. Il parlait beaucoup des Bouddhas, le Bouddha qui vole, le Bouddha assis, le Bouddha machin, puis le fondateur, etc. J'étais le fondateur. Elle fait, moi aussi, ça m'a fait tiquer et tout. Donc, elle dit, ça faisait très secte. Donc, après, elle est allée à la boutique de fin de show. Et en fait, ils vendent que les livres du fondateur. Ah ouais, d'accord. Et j'étais oh putain. Donc, c'est un truc de secte. Alors, du coup, je suis allée sur Google. J'ai regardé et en fait, apparemment, Chen Yun est un peu relié à un mouvement, on va dire, religieux, spirituel, hashtag un peu secte, quoi. Ouais. Et qui ont un peu les mêmes trucs que la scientologie, tu vois, genre t'achètes les livres. Ouais, oui, mais ils l'ont tous, enfin, même ceux qui sont censés être des bons, ils ont ça, hein. Et puis, voilà. Et puis, ma mère, quand même, après, pour la petite histoire, on a été dans un mouvement sectaire quand j'étais petite, mais passons. Histoire à venir. Épisode. Donc, ma mère connaît bien, tu vois, et on avait les livres à la maison et tout machin. Donc c'était. Je pense que les auditeurs vont pouvoir revenir là-dessus, juste pour info. C'est une histoire pour une autre fois. Donc voilà. C'est quoi le truc avec les danseurs et les sectes? Parce qu'il y a le documentaire qui est sorti aux États-Unis avec le gars. TikTok là. Oui, voilà, exactement. Ouais. Les jeunes danseurs, ils leur miroitaient je sais pas quoi. Et puis en gros, ils étaient dans un secte culte sexuel, tout ce que tu veux, quoi. Alors, je pense que alors le truc de Netflix, je sais plus, Danse avec le diable. Ça s'appelle. Ah oui, bien trouvé. Pour une fois. Alors, autant pour venir ici, je me suis trompée de route et du coup, j'ai fait un détour de malade. Autant Danse avec le diable, je m'en souviens. Et en fait, je pense que pour Danse avec le diable, c'est qu'ils avaient une troupe de danse et ça a généré énormément d'argent. Et chez Youn, genre à Montpellier, ils ont fait une semaine de date. Ah non, mais c'est la même chose, quoi. C'est un argent. La troupe est basée à New York. Donc, le fondateur est basé à New York. Donc, on a failli perdre ma mère. Encore. Écoutez, moi, je veux avoir plus d'infos. S'il y a un auditeur ou auditrice qui a plus d'infos sur Chen Yun et sur le secte de Chen Yun ou un documentaire en préparation, appelez Netflix. Ah non, mais ils les font vite, de toute façon. D'ici 2 mois, ils l'ont sorti. D'ici 2 mois, il y a Chen Yun. J'avoue, si quelqu'un bosse à Netflix, franchement, il y a la cousine de mon chéri qui est documentaliste, en fait, elle est productrice de documentaires et de séries, et du coup, il faudrait que je lui en tape un petit mot. Voilà, c'est ça. J'ai un autre truc. Alors, j'ai plein de trucs, je suis désolée. Est-ce que tu veux en mettre un? Écoute, je vais en mettre un, parce que c'est ton histoire, mais j'ai quelques sujets, parce que je suis toujours préparée. Toi, t'es toujours prête. Mais en fait, je voulais te parler d'un truc, parce que je me suis dit que ça te plairait. En fait, donc moi, j'ai un guilty pleasure, je sais pas trop comment on dit en français, guilty pleasure. Un plaisir coupable. Ouais, un péché mignon, plutôt. Non, c'est plaisir coupable. D'accord, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. En fait, des fois, quand j'ai plus rien à regarder, je vais sur YouTube ou des podcasts pour des deep dives. Mais des deep dives, ça peut être sur n'importe lequel sujet parce que moi, je peux être prise par n'importe quoi. Ouais.
Et donc, je suis tombée sur une dame quelconque et son podcast s'appelle Coffee and Cults. Et en fait, elle a fait un deep dive sur Sex and the City. Donc, du début et jusqu'à la fin et tout le gossip, c'est tous les trucs qui sont passés entre temps et tous les personnages et tout le monde, comment il était quand ça a démarré, comment ça a commencé, pourquoi Sarah Jessica Parker était aussi impliquée parce qu'elle disait que, par exemple, c'était une actrice de cinéma et à cette époque-là, c'est vrai, les acteurs de cinéma ne faisaient pas de la télé. Non, ça se faisait pas. C'était presque un pas en arrière, quoi. C'était mal vu, ouais. Et du coup, c'était son mari ou je sais pas quoi, la Matthew Broderick, qui a lu le script et qui lui a dit que c'était vraiment intéressante. Et du coup, elle est venue dès le départ avec le titre de executive producer, producteur exécutif. Ouais. Et de ce fait, ça, c'était une chose aussi qu'il ne faisait pas, parce qu'apparemment, les acteurs, ils sont déjà assez chiants comme ça. Mais donc, du coup, elle était très impliquée. Et c'est pour ça, le niveau de salaire, dont on va continuer à parler, on sait, jusqu'au bout du bout. Ouais, c'est clair. Et je dirais pas, parce que c'est presque un spoil pour dire la fin, la dernière scène de Kim Cattrall dans And That's... what it's called, And Just Like That. And Just Like That. Et il y a toute une histoire là derrière qui est assez intéressante parce que c'est le seul épisode où les 4 filles seront payées le même montant, bien que Kim Cattrall ne passe que 60 secondes voilà, à l'écran. C'est pour compenser C'est ça, des années auparavant. Donc voilà, ça dure 1h30. En fait, c'est pas forcément des scènes, etc. C'est elle qui parle au micro, mais alors moi, j'étais accro complet. Donc je te le recommande et je recommande et j'imagine que les personnes qui nous écoutent d'une certaine âge, au moins, étaient des fans de Sex and the City. C'était un bon même si on était gravement déçus par plusieurs moments. Voilà. Et puis par les films. Surtout les films. Mais bon, moi, la deuxième partie, And Just Like That, j'ai pas accroché. Non, c'était particulièrement, mais je l'ai regardé petit à petit dans les heures perdues, ça m'a pris longtemps. Ouais, il y a des trucs que j'avais bien kiffé, mais je pense que c'était parce que j'étais à un moment où ça m'avait un peu touché. Mais j'ai surtout voulu les vêtements, voir comment elle allait les habiller. C'était incroyable après. Voilà, mon sujet. Ok. Ensuite, j'ai un autre truc, alors qui est complètement ridicule. Tu sais que je suis fan de Pedro Pascal. On est toutes. Vas-y, elle clame pour elle, mais on n'est pas d'accord. Oui, parce que c'est mon futur mari, donc laissez-moi tous tranquilles. Alors ton chéri va pas être content, mais lui, il a Britney Spears. Oui, lui, il a Britney Spears. C'est clair. Écoute, il la soutient mentalement. Physiquement, parce que Insta. Alors, par contre, quand elle fait des petites Insta sur des petits enfants qui jouent ensemble, je ne vais pas liker par lui en premier lieu. C'est vrai. Mais quand elle pose en lingerie en train de faire une danse, elle est likée tout de suite. Et en fait, j'ai demandé, il fait, mais parce que, tu vois, c'est Britney, quoi, la pauvre et tout, machin. Bon, bref, écoute. Donc, Pedro Pascal, que j'adore, j'arrête pas d'envoyer des trucs de Pedro Pascal à mon amie Isa, qui habite en Australie. Et du coup, à force, tu vois, elle m'envoyait des trucs de Pedro Pascal, du coup, elle commençait à avoir de plus en plus de trucs de Pedro Pascal. Un matin, elle m'envoie un message. Et son algorithme a changé. Ouais, son algorithme a complètement changé. Elle fait, oh putain, j'ai rêvé de Pedro Pascal. Non, je comprends maintenant. Donc, je l'ai amené dans mon deep dive. Mais moi, j'ai entendu peut-être qu'il sort avec Jennifer Aniston. Non, alors, je pense que c'est professionnel. Vous devez voir la tête qu'elle vient de faire. Non, c'est pas vrai. Non, honnêtement, s'il était avec Jennifer Aniston, ça m'irait. Ben voilà, ça va. Je préfère qu'il soit avec elle, mais putain, pour moi, je suis un peu dégoûtée. Bref, écoute. Ensuite, je vais te parler de quelque chose qui va revenir dans mon histoire. Donc, c'est pour ça que je vais en parler maintenant, parce que c'est super intéressant. En fait, c'est la triade McDonald's. D'accord. En fait, c'est un ensemble de 3 caractéristiques comportementales habituellement associées. Et en fait, si elles sont présentes en même temps, correspondent à des prémices de violence, en fait. Et c'est apparemment retrouvé. Donc, ce sont 3 caractéristiques communes à 95% des tueurs en série. Ah ouais. Voilà, c'est intéressant. Voilà, je sais pas de quand est ce chiffre, etc. Mais bon, voilà. Donc, c'est une triade qui a été pour la première fois intronisée par John M. McDonald dans son extrait intitulé The Threat to Kill, la menace de tuer, dans l'American Journal of Psychiatry dans l'année 1963. En fait, donc, la triade associe cruauté envers les animaux, pyromanie et énurésie nocturne. Et ça, je ne savais pas. Énurésie, ça veut dire j'ai fait pipi dans mon lit, maman. Oui, mince. Voilà. Persistante après l'âge de 5 ans. Oui, ok. Voilà, bon, mais c'est bien. Maintenant, je sais que mon fils ne sera pas tueur en série. Bah, c'est plutôt pas mal à savoir. Oui, il y a des 3, il coche aucune case là. Voilà, je trouve que ça rassure. Voilà. Voilà. Et le 4e, c'est quoi? Non, triade. 3. Ah, pardon, triade. I'm American. Qu'est-ce qu'un triangle?
Putain, c'est ce que je t'ai envoyé la dernière fois. Quelle est la capitale de l'Inde? Oh my God, non, c'était de l'Égypte. Les pyramides. Non, le meilleur, je l'ai envoyé à mon frère et ma belle-sœur. C'est un trop, Fred, il va pas l'aimer. Il y a un monsieur sur la radio qui tu sais, ce genre de truc, on pose des questions culture générale à des gens, et le gars, il répond tellement à côté de la plaque, à chaque fois, il est en mode panique. Mais le meilleur, et je sais pas si ça marche en français, il finit et là, même lui, parce que je dis, mais il va rigoler à un moment, le gars de la radio, et il lui demande de nommer un célébrité que son prénom commence avec Q, et lui, il fait Hugh Jackman, non. Hugh Jackman. Et là, le gars, he killed him. He was like, no, man. It was very good. Faudrait que je le mette sur l'Instagram, parce que c'est magnifique. Ça fait plaisir. Quelle est la capitale d'Égypte? La capitale de l'Égypte et les pyramides, incroyable. Ça ferait mieux que tous les... Alors, il faut savoir que Charlotte, sur Insta, elle est prolifique. Et puis moi, en général, par jour, je dois me mettre sur à peu près une 10 à une quinzaine de Reels ou Stories. Je sais même pas comment ça s'appelle. Reel, OK. Qu'elle m'envoie. Et en ce moment, elle est très, très, très bloquée. Ça, les sports, les âneries de sport, genre... Allemande. Les sports allemands. Genre, par exemple, comment t'appelles le truc là qui creuse dans la terre? Ah oui, en fait, c'est du tractopelle. Et en fait, c'est genre des gens qui font des mouvements, des trucs d'équilibristes avec des tractopelles. C'est incroyable. Voilà. Et puis, autre chose, mais soi-disant sport, je dis entre gros guillemets, parce que il doit y avoir très peu de compétiteurs dans le monde qui s'acharnent à ça. Mais c'est que ça, c'est débile. C'est incroyable. Voilà. Et il a changé aussi mon algorithme et maintenant ça ressort, mais je refuse de les renvoyer parce que sinon je vais avoir que ça. Et moi, c'est fini. J'en garde un petit peu pour la suite. Mais je veux juste rajouter un truc. Après, en fait, d'abord, on va présenter le vin. Ouais. Et après, je vais présenter une nouvelle habitude. D'accord. Que nous aurons dans nos épisodes. Alors, je vous signale que déjà que j'étais pris par otage pour faire ce podcast, parler du true crime, et maintenant je suis de nouveau pris par otage par Charlotte. En otage, pardon. Et je sais pas si je vais dire oui. On va voir. Tu vas voir, c'est très bien. Ok. Tu vas voir. Ok. Donc maman, Marie. Aujourd'hui. C'est moi qui dis maman normalement. C'est vrai? Ben oui, tu dis Marie, non? Ou c'est moi? Non, je pense que toi, tu dis Marie. Je suis fatiguée. Tu veux recommencer? Non. Donc aujourd'hui, c'est mon histoire. Donc j'ai pris un vin chez notre cave préféré de tous, Pompette. Apérol. Vous pouvez aller les voir sur Instagram. Donc c'est un vin blanc qui s'appelle l'Échappée, un chenin de 2022 et de domaine. Je crois que le domaine s'appelle le Fief Noir. Ok. Et je n'ai pas plus. Appellation d'origine contrôlée Anjou. Je n'ai pas plus. Ben c'est très bien. On va voir comme ça. Un petit voir ce pop. Attendez, je galère. Moyen pop. Timide, voilà. Mais... Un peu réservé. Mais là. Veux-tu les glaçons ou tu veux j'en ai d'abord? Non, j'en ai pas. Les éditeurs vont me faire détester. Je pense que tu vas bien l'aimer. Ben, j'aime bien le chenin blanc, donc ça lance bien. Les vins d'Anjou, je ne connais pas spécialement, mais... Je le mets là. Donc... Hop. Et donc... Oui, déjà, il est très fruité. L'odeur, ça va te plaire. Le nez. Le nez va te plaire. Excusez-moi, monsieur. Et madame. Pas mal. J'aime bien. Mais à chaque fois, tu as une habitude, parce qu'il y a un côté un peu minéral. Oui. Et je ne sais pas comment, parce que Charlotte n'est pas super fan du minéral. Et à chaque fois, tu me ramènes ça, donc ça me choque de toi. Ah non, là, je trouve pas, ça va. Là, j'aime bien. Légèrement, il y a une pointe. Ah ouais? Ok, c'est toi qui sais. On en parlera en fin d'épisode, de toute façon. Donc, la nouvelle chose que je vais introduire à notre introduction, ça fait beaucoup d'intro, c'est que Mag, que tu connais de podcast Franchement Presque et le dos de la cuillère, n'écoute que nos intros, justement. Là, elle va être servie parce qu'elle fait à peu près 3/4 d'heure. Fred, par contre, un peu moins. Et du coup, là, elle a écouté le dernier, là, le tien, le Chowchilla. OK. Parce que, du coup, pas de crime. Donc là, je vais dire à Mag, qui nous écoute, n'écoute pas la suite. Ah. Il y a un peu des meurtres, tu vois. Okay. Donc, c'est pas foufou, mais c'est pas foufou. Donc, on va lui dire quand elle a le droit d'écouter ou pas. Exactement. OK. Mais en général, ça va être pas, mais bon. En général, ça va être pas. Mais de temps en temps, tu vois, ça me fait plaisir qu'elle écoute jusqu'au bout. OK. Tu vois. Oui, parce qu'elle a bien aimé Scott Skurlock, le bandit d'Hollywood qui braquait les banques. Ouais. Elle aime bien les trucs un peu, tu vois, c'est mignon. Je la comprends. Voilà. Et toi, t'as pas le choix. I'm ready. OK. Alors,
Aujourd'hui, je vais parler, en fait, il y a une vidéo que je vais mettre sur Instagram qui est très connue d'un détenu qui est en prison à vie, qui se fait interviewer par comment il s'appelle le Mexicain là qui a un talk show. Oh, Geraldo Rivera. Lui. Donc il se fait interviewer par Rivera et donc sur pourquoi il a tué, etc. Et en fait, il dit mais qu'est-ce que ça vous procure, qu'est-ce que vous avez envie de faire, etc. Et là, si vous aviez l'occasion, est-ce que vous me tueriez? Et il dit mais oui, bien sûr. Alors, là, j'aurais trop envie de vous tuer. Là, je pourrais vous tuer en 2 secondes. Sympa l'entretien. Sympa. Donc Geraldo, il est quand même pas Geraldo, il est pas à côté. Il est dit non. Donc voilà, je vais parler aujourd'hui de Joseph Kallinger. Okay. Donc Joseph Kallinger est né le 11 décembre, anniversaire de ma petite sœur, 1935. Pas l'anniversaire de ma petite sœur. À Philadelphie, sous le nom de Joseph Lee Brenner, le 3e du nom. Malheureusement, comme beaucoup, son père est allé chercher des cigarettes. Il abandonne sa mère le lendemain de sa naissance. Putain, moi, j'aurais été à cette époque-là, le mec, il va chercher des cigarettes, j'aurais été là, ah non, pas du tout. Je t'en chérie pour toi. Chérie, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, chérie. Et sa mère, du coup, se retrouve seule à devoir subvenir à un nouveau-né. Et tu te doutes, en 1935, avec l'économie... La dépression. Hein. Là, voilà. C'était pas très facile. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? La seule solution qu'elle a, c'est d'abord de placer Joseph, en fait, dans un orphelinat où elle ne peut le voir qu'une fois par semaine. Ce qui va développer en fait chez Joseph un traumatisme d'abandon pour enfin le placer pour adoption dans un programme américain du coup qui s'appelait Foster Care, qui se chargeait en fait de trouver des familles d'accueil pour les enfants avec des cas plutôt difficiles. Et en fait, ça s'appelle toujours comme ça. Hein. Foster care, c'est juste des placements dans les familles d'accueil. Et ben en fait, apparemment, ça c'était un programme, vraiment un programme qui après, dans le temps, enfin des années plus tard, a été beaucoup critiqué en fait parce qu'il y avait aucune rigueur dans les dossiers. Ah mais bon, après, si on compare les choses dans les années 30 et de rigueur et ça, c'est sûr que ça a évolué. Et voilà. Ben oui, et je pense qu'avant, à ce moment-là, en tout cas, il n'y avait pas de dossier. Tout simplement. Oui, mais le nom est resté pareil, c'est juste qu'ils ont changé d'approche. Voilà. Donc, le 15 octobre 1939, Stephen et Anna Kallinger, qui sont des immigrés autrichiens qui viennent d'arriver dans le pays, adoptent Joseph, je sais pas pourquoi, Joseph. Juste au début de la Deuxième Guerre mondiale. Top. Stop. Mais tu te doutes, sinon cette histoire serait un peu plus courte. L'histoire n'est pas du tout rose parce que Stephen Kallinger s'avère être un homme extrêmement violent. Il battait le petit Joseph, il l'humiliait, il le forçait à s'agenouiller sur des rochers coupants. Il l'enfermait dans un placard, il lui faisait manger ses excréments, il le brûlait, il le fouettait. Enfin, vraiment une horreur pour ce... Et après, tu te demandes pourquoi des choses arrivent. Bien sûr. Une horreur pour cet enfant, quoi. À l'âge de 6 ans, Joseph est emmené d'urgence à l'hôpital pour une hernie qui, en fait, a été infligée par les coups répétés de son père. Malheureusement, l'hôpital ne verra pas la cause de l'hernie et laisse Joseph repartir dans sa famille. Son père dira même à Joseph, tu sais, les chirurgiens, ils ont réduit la taille de ton petit oiseau, comme ça, il marchera plus tard. C'est bien fait pour toi. Ouais, c'est tordu. Pour le traumatiser. Ouais, c'est tordu. En fait, voilà, lui traumatiser. Et puis en plus, surtout sur cette zone-là, à 6 ans, où tu commences un peu peut-être à te découvrir au niveau du corps, je sais pas. Il reçoit un jour aussi, il a été retrouvé dans la rue, titubant. En fait, sa mère lui avait asséné 4 coups de marteau dans la tête. Pourquoi, tu me diras? Sa mère, enfin, je pense pas qu'on puisse dire son père et sa mère. Je préfère que tu dises les parents, entre guillemets, adoptifs, parce que là... Là, c'est sa mère adoptive. Ouais, mais bon, on ne va pas dire nos mères, c'est pas une mère et lui, c'est pas un père. Non, mais bon, tout ce qui se passe, c'est les parents adoptifs, parce que malheureusement, il reverra plus ses parents biologiques, en fait. Ouais. Donc, sa mère adoptive lui a asséné 4 coups de marteau dans la tête. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire une sortie scolaire au zoo. Wow. Donc là, moi, je me suis mis une petite parenthèse. Est-ce qu'il a eu une commotion à ce moment-là? Oui, très certain. 4 coups de marteau à 6 ans, je pense que tu peux dire oui. Je pense que tu peux dire oui. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui... Ouais. Tu vois? Quand il a 9 ans, en fait, il n'arrêtait pas de se faire embêter par un groupe de garçons du quartier qui l'ont emmené dans un coin isolé, qui n'arrêtaient pas de se moquer de lui, de le tapouiller un petit peu, et finissent par l'agresser sexuellement. C'est une blessure de plus qui va le marquer à vie. Donc là, Joseph commence évidemment à développer énormément de colère.
et il commence à acter en fait sur cette colère en fait. Il commence à couper, alors ça va, là je me dis c'est tranquille, il commence à couper les manteaux de ses camarades de classe. Il vole de l'argent à ses parents adoptifs pour emmener les camarades au cinéma pour essayer de se faire des amis. Oh mon Dieu, c'est triste. Ça, c'est peut-être la partie la plus triste. Non, c'est horrible. De là commence aussi la découverte de son corps, forcément, et du plaisir, mais qui l'allie également à la violence. Et en fait, Joseph se masturbait beaucoup en tenant un couteau tout le temps. Et en fait, les magazines érotiques qu'il avait devant lui, qui avaient des hommes et des femmes, il les poignardait. Ok. Ouais. Il demande à ses parents de l'envoyer dans un camp pendant 2 semaines, en fait, je pense, pour partir de la maison. Et c'est à peu près à cette période qu'il commence à entendre des voix dans sa tête. Donc 10 jours après être sorti du camp, il prend un couteau, il monte dans un bus et il suit un petit garçon d'environ 8 ans qui descendait du bus. Il le menace avec le couteau et il l'oblige à aller dans une ruelle isolée. Il demande au petit garçon de baisser son pantalon, mais en fait, dans un moment d'inattention, le petit garçon arrive à s'échapper et Joseph... Oh, heureusement. Ouais. Je sens que j'ai pas envie d'écouter cette histoire. Mag, elle a la chance. Ah, mais elle est plus là. Et le garçon arrive à s'échapper et Joseph ne lui court pas après. Mais Joseph va répéter cette expérience 3 fois, où pas de violence s'en suivre, en fait. À ses 15 ans, quand même, il arrive à peu près à avoir une vie, on va dire, d'adolescent de 15 ans normale. Et il se met à avoir une relation amoureuse avec une certaine Hilda Bergman, dont les parents, d'ailleurs, sont complètement contre, je sais pas pourquoi. Il travaille également dans la cordonnerie de son père. Et il aime tellement ce travail qu'il va même quitter l'école pour être cordonnier à plein temps. D'où son surnom de tueur, qui était The Shoemaker, le cordonnier. À 17 ans, donc contre l'avis de ses parents, il épouse Hilda et ils emménagent ensemble. Mais le conte de fées, si on peut appeler ça comme ça, tu te dis, tu vois, peut-être, ça y est, c'est bon, il part sur sa vie et tout va bien. En fait, non, Joseph était extrêmement violent avec sa femme et les 2 enfants qu'ils ont eu ensemble. 3 ans plus tard, en 1956, Hilda n'en peut plus et le quitte. Et à ce moment-là, Joseph, il va se faire hospitaliser pour des violents maux de tête. Et surprise, il est diagnostiqué comme ayant des troubles psychopathologiques. C'est étonnant. Voilà. Mais il va sortir de l'hôpital et reprendre sa vie, tout va bien. Bah, c'est 56, quoi. Voilà. C'est 56. Si tu veux faire, genre. Il y a la lobotomie et puis point barre, quoi. C'est ça. Lithium et lobotomie. On pourrait faire un 2e podcast avec ce nom. Lithium et lobotomie. Ouais. Pas mal, j'aime beaucoup. En avril 1958, seulement 2 ans après le départ de Hilda, Joseph se remarie avec une certaine Elisabeth Baumgart, avec qui il aura 5 enfants quand même. C'est incroyable quand même quand tu entends ces histoires, combien des mecs, mais comme ça, arrivent à se trouver des femmes. Mais bien sûr. Et là, t'as tous les mecs qui disent, ouais, les femmes ne veulent pas des hommes. Mais non, stop. Parce que là, Joseph, il a réussi à trouver 2 déjà, alors qu'il y a des psychopathes qui se masturbent en poignardant des femmes dans des pages de porno. Vous êtes trop difficile. Franchement, vous cherchez trop là. Non, notre barre est très basse. Oui, vraiment. Dans la même année de son mariage, en fait, il se dit, ce serait une bonne idée de brûler ma maison et récolter l'assurance. What? Ok. Surprise. Voilà. Et là, Elisabeth ne lui dit pas, ah, Joseph, tu déconnes quand même. Donc, Joseph brûle la maison familiale. Et elle est au courant? Elle accepte? Non, je pense pas. Ah, ok. Et il récolte $1 600 d'assurance. I love it. En 75 ans, on a une inflation de... T'imagines? Oui, c'est ouf. Incroyable. Que fait Joseph? Il incendiera 2 autres maisons. Parce que ça marche. Et là, c'est là où on reparle de la triade de McDonald's, où il y a la pyromanie. Est-ce que c'était juste une question de gain? De gain de... Je sais pas, je gagne pas énormément d'argent, j'ai 5 enfants, donc assurance. Ou ça me fait kiffer de brûler des trucs. On sait pas. Après, je dois dire, moi, mon papa qui était pompier, c'est vrai que et les garçons en particulier, le nombre de fois qu'il a été appelé parce que les garçons ont essayé de jouer avec feu, Max, il a déjà essayé, donc j'ai dit qu'on ne cochait pas les cases, si. Donc, il a été sévèrement puni. Mon frère l'avait fait. Enfin, tout le monde, tous les mecs que je connais. Non, moi, je l'ai pas fait. Ah si, moi, parce que c'est tellement intriguant, tu veux savoir ce qui se passe. Comme mon coup avec la voiture. Tu veux savoir ce qui se passe. Oui, mais écoute, selon mon père, et puis selon lui, parce qu'il était pompier pendant toute sa vie, c'était en particulier les garçons qui avaient cette prouesse, mais les pyromanes, cette envie. 99% peut-être des mecs. Des mecs, voilà. Donc, il y a quand même une attraction vers les bombes, l'explosion, les pétards qui est... C'est bizarre, ouais. Ouais, mais bon, écoute. Est-ce que ça remonte à notre époque préhistorique? En même temps, on regarde des statistiques sur le nombre de femmes tueurs
en série, elle doit être à peu près équivalente. Enfin, il doit avoir moins... Parce que les hommes préhistoriques, ça a été vérifié, apparemment, c'était pas les hommes qui allaient chasser, c'était les femmes. Et eux restaient, donc peut-être qu'ils faisaient le feu. Alors, à la base, tous les êtres humains étaient nomades et en fait, ils chassaient pas à la base, ils cueillaient. Etc. Et à cette époque-là, visiblement, les hommes et les femmes vivaient très bien ensemble. Et puis d'ailleurs, les hommes qui étaient un peu trop pumped up, ils devaient vite fait se barrer parce que tout le monde pouvait pas s'entendre. Parce qu'ils pouvaient pas rester au même endroit pendant très longtemps. Il fallait bouger pour survivre, selon la météo, selon le temps, pour éviter... Selon les dinosaures. Non, alors, c'était pas exactement le même moment, mais bon. Et donc, c'est quand il y a eu la chasse que toute la merde a commencé. Enfin, selon Marilyn French, dans ses livres sur le féminisme. Mais vous voyez, c'est pour ça que je suis végétarienne. Alors, on va nous perdre. Donc, on en est où? On en est à... Il a mis le feu à 3 maisons. À 3 maisons. Le feu. Tout va bien. OK. Triade de McDonald's, blablabla. OK. À première vue, donc, Callinger semble être un père de famille normal. Il gère un magasin de chaussures à Philadelphie. Mais en réalité, il devient tyrannique et violent, imposant à sa femme et à ses enfants le même régime de terreur que celui qu'il avait subi durant son enfance. Pas de surprise. Non. Il oblige ses enfants à se brûler avec du feu, c'est du genre du four à gaz, quoi. Il les menace avec des couteaux, il les bat constamment. Une de ses filles, Mary-Jo, la plus grande, elle va fuguer, elle va partir de la maison. En fait, elle saura pas où aller. Donc, elle va revenir à la maison. Et là, il va la marquer au fer rouge. Oh putain, Charlotte, I don't like you right now. I'm sorry. En 1972, 3 de ses enfants, donc Mary-Jo, Joey et Michael, le dénoncent aux services sociaux pour maltraitance. Donc, il est jugé capable, on va dire, psychologiquement d'avoir un procès. Il est condamné à 11 mois de prison et une obligation de suivre un traitement psychiatrique. Et en fait, vu qu'en attendant le procès, il a fait quelques mois de détention, en fait, il aura que 4 mois, je crois, une connerie comme ça. Okay. Le médecin, à ce moment-là, donc, il va faire quand même... Pardon. C'était joli. You're welcome. ASMR. Love you. Ah, il a fait pas assez de leçons pour faire ASMR. On continue l'épisode comme ça. Alors, ensuite. Ooh. Everything I do is sexy. Charlie's... Moi, ça me fait des trucs, la ASMR. Allez, let's go. Pardon, on se pomme. On se perd. J'en suis où? Donc, les enfants ont dénoncé. Voilà, fait 11 mois de prison. Le médecin va faire quand même un test psychiatrique. Il remarquera des épisodes paranoïaques et un QI de 84, ce qui est très ouf. Ouais. Pas fifou du tout. Non. Quelques mois plus tard, la police reçoit une lettre de la part des enfants, en fait, disant qu'ils ont tout inventé. Donc, clairement, ils se disent c'est la mère qui les force. Mais, à défaut de preuves, ils relâchent Joseph. Oh, you're kidding. I'm not. C'était notre époque, hein? Exactement. Quoique, maintenant, c'est pas non plus fifou, hein. Ouais. J'aime bien dire fifou aujourd'hui. Ouais, j'ai vu. C'est mon mot, c'est pas grave. That's okay. En 1974, Joseph Callinger commence à entendre des voix dans cette... Enfin, continue recommence à entendre des voix dans sa tête. Et en fait, il en est au point qu'il croit que Dieu lui confie, en fait, des missions divines. Et la grande mission qu'il lui confie, c'est de tuer et torturer des jeunes garçons pour accomplir son destin. Quel destin? Dans la même année, en 74, Joseph dit à son fils Michael qu'il reçoit des ordres directement de Dieu et que sa mission est de tuer et mutiler des jeunes garçons et que Michael doit le faire avec lui. Chouette! Voilà, et que Michael, en fait, était nommé par Dieu comme l'aidant dans cette mission, en fait. Et je pense que Michael, il devait juste être effrayé de son père, parce qu'il le bat depuis qu'il est né, donc il accepte. Donc... Pas que effrayé, sous sa coupelle. Complet. Donc, Joseph et Michael se promènent dans les rues de Philadelphie et voient un petit garçon du nom de José Colazzo, 10 ans. Ils décident de le suivre, en fait, et plus dans la rue, et plus il marche, plus il se rapproche doucement de José. Joseph sort son couteau et menace José et l'emmène dans une ruelle où il va finir par l'étrangler. Il va ensuite, post-mortem, le poignarder et couper ses parties génitales. Par la suite, Joseph va prendre une assurance vie sur ses 2 fils, Joey et Michael, une assurance vie de $45,000. Et quelques semaines plus tard, il demande à Joey... Attends, tu brûles ta maison, t'as $1,600, ton enfant, il peut avoir 45 000 balles d'assurance. Apparemment, c'est 45 000, ouais. Enfin, voilà. Puis quelques semaines plus tard, il demande à Joey de l'accompagner pour faire des courses. Et le corps de Joey sera retrouvé dans un immeuble abandonné.
Joseph avouera plus tard l'avoir noyé dans la piscine du building et il dira même que voilà, il a tenu sa tête. This might be the worst story you've ever told. Non, tu dis ça à chaque fois. No, this is bad. Donc le corps de Joey est retrouvé quelques jours plus tard et le médecin légiste en fait ne saura pas déterminer si la mort était criminelle ou accidentelle. Donc ils n'arrivent pas vraiment à accuser qui que ce soit. Enfant. Il a tué son propre fils. C'est un psychopathe, c'est sûr. Bah oui, pour l'assurance. La police voit alors l'assurance qu'avait pris Joseph, mais ils ont aucune preuve en fait tangible. Ils ont que des intuitions de le timing est quand même particulier. Et Joseph, quelques jours plus tard, contacte la compagnie d'assurance pour réclamer ses sous, mais ils trouveront ça également trop suspect et ne verseront rien à Joseph. Comme mieux. Voilà, au moins il y a ça. En novembre 74, Joseph et Michael partent pour une autre mission divine. En fait, ils se font passer pour des vendeurs à domicile ou des ouvriers qui ont besoin d'un verre d'eau ou j'en sais rien. Et en fait, ils sonnent à une maison et dès que la femme qui habite dedans ouvre, Joseph la plaque au sol. Et en fait, Joseph abuse de la femme, cambriole la maison, mais ne tue pas sur ce moment-là. Et en fait, ils vont reproduire ça dans 4 autres maisons et donc 4 autres femmes. Mais toujours pas de meurtre, en fait. Et son fils, il fait quoi? En fait, à chaque fois, il demande à son fils soit d'attacher, soit de voler, en fait, c'est son petit sous-fifre, quoi. Ah ouais, ça doit soit aussi de surveiller, Alors, Michael, après, j'ai pas de retour de sa part, quoi. Mais je pense qu'il est plutôt traumatisé. Et j'espère qu'il est allé en prison aussi, parce que quand même. Je te dis ça à la fin. Donc, le 8 janvier 75, Joseph et Michael attaquent une maison à Leonia, dans le New Jersey. Et dans cette maison, il y a plusieurs occupants. Joseph demande à Michael de les déshabiller. Et quelques instants après que les habitants aient été ligotés, en fait, il y a un toc-toc-toc à la porte. Et c'est Maria Fashing, en fait, qui est une enseignante de 21 ans qui venait voir quelqu'un de sa famille. Timing de merde. Timing horrible. Donc, après avoir torturé les occupants de la maison, Joseph décide d'emmener Maria au sous-sol pour l'agresser sexuellement. Mais en fait, Maria va refuser. Et Joseph, dans un excès de rage, va la poignarder devant les autres otages. Et en fait, ce meurtre va précipiter la chute de Joseph et Michael parce que les survivants du crime, donnent une description détaillée du duo aux enquêteurs. Et ensuite, Joseph, quand il est sorti, en fait, quand il est parti, il avait enlevé sa chemise qui était couverte de sang, il l'a jetée par terre, enfin, il a laissé énormément de preuves. Il y a eu aussi, du coup, des portraits robots de la part de la police grâce aux survivants qui sont un peu sortis et qui ont c'est sûr que tu as 4 à faire un portrait robot. Tu as plus de chances à faire un truc précis. C'est ça. Que tout seul, quoi. Et tu vois, d'ailleurs, les portraits robots sont franchement pas mauvais. Lors du procès, alors, là, j'ai pas mis, mais comment il se fait arrêter? En gros, ils trouvent pas au niveau de l'ADN, ils trouvent pas au niveau des empreintes. En fait, les policiers, là, ils se sont dit, OK, on va penser autrement. Ils ont récupéré la chemise que Joseph, il avait laissée par terre. Et il y avait marqué son nom sur l'étiquette, Kallinger. Donc, Kallinger, OK, c'est qui? Et en fait, ils sont allés, c'était vraiment une chemise d'une marque précise. Ils sont allés dans le magasin. Et en fait, ils ont vraiment vendu cette chemise qu'à quelques personnes. Oui, à cette époque-là, il n'y avait pas Shein et Zara et H&M, donc ça se faisait, quoi. Donc, s'il vous plaît, continuez d'aller dans les petites boutiques. Les petites boutiques, parce que c'est très pratique pour la police. Ils ont réussi à le trouver comme ça. Tant mieux. Donc, lors du procès, Joseph Kallinger affiche un comportement complètement erratique. Il déclare être un messager divin qui est dans une mission, blablabla. Il est diagnostiqué comme souffrant de schizophrénie paranoïaque, mais il est jugé suffisamment conscient de ses actes pour être jugé. En vrai. Oui, voilà. Il sait que c'était pas bien de le faire. Et, en fait, c'est ça qu'il dit. C'est que autant il avait donc toute cette schizophrénie, cette paranoïa, cette psychopathie, etc. Mais par contre, ils ont vu qu'il savait faire la différence entre le bien et le mal. Ça repose que sur ça, je crois. C'est ça. Donc, il est reconnu coupable de meurtre, enlèvement et acte de torture. Donc, Joseph Kallinger est condamné à la réclusion à perpétuité et Michael Kallinger, en raison de son âge, est jugé comme mineur et déclaré victime de son père. Et il est envoyé en centre de détention juvénile. Et il est libéré une fois adulte et il disparaît complètement de la scène publique. Bon, tant mieux. Au moins, il n'a pas récidivé. Ouais, je pense qu'il était vraiment victime de oui, certes. Mais bon, il a participé aussi, quoi. Oui, c'est ça.
En prison, Joseph continue d'avoir des hallucinations. Il tente de se suicider à plusieurs reprises. Il affirme être Dieu et il avale des rasoirs dans un acte d'automutilation complètement extrême. Et finalement, il va mourir le 26 mars 1996 à l'âge de 59 ans d'une insuffisance cardiaque alors qu'il était incarcéré à l'hôpital psychiatrique de Cresson en Pennsylvanie. Et c'était l'histoire de Joseph Kallinger, the Shoemaker. Alors, la seule chose que je peux dire de cette histoire que j'aime bien, c'est qu'elle était courte. Je savais que en fait, il y a des trucs où je voulais pas m'étendre. Ouais, ben c'est bien, alors, à la base, notre pacte en faisant ce podcast, c'est que pas d'enfants. Pas d'enfants. Mais ça fait longtemps qu'on n'y est plus. Oui, mais je sais pas trop. On essaie de respecter quand même. Oui, mais ça, en fait, t'as plein d'histoires où malheureusement il y a et du coup faut choisir. Ouais, mais j'avoue que moi j'ai du mal à écouter, moi j'ai du mal à me concentrer quand c'est ça, j'avoue. Cette histoire était difficile à entendre, que ce soit pour Joseph lui-même, ou que ce soit pour les victimes de Joseph. Joseph qui est victime, et puis des autres victimes qui ont suivi, qui est un peu le cercle vicieux des victimes, quoi. C'est ça. Je me souviens, très jeune, pas une histoire semblable, mais alors, forcément, quand on parle de mental health, la santé mentale ou toutes ces choses-là, enfin, aux États-Unis, c'est déjà encore, regardez, on a ce qui se passe politiquement, le fait qu'on n'est plus autorisé des personnes à être eux-mêmes, à décider comment ils veulent vivre leur vie, ça met tellement de gens, à la fois c'est tellement de gens, qu'on se retrouve là où nous sommes. Et cette histoire, ça devait être dans les années 90, parce que je vivais encore aux États-Unis. Et c'était un mec qui avait fait des horreurs, mais qui avait un passé comme Joseph, horrible. Et c'était la première fois du moins que j'avais entendu, la première fois où en fait ces avocats présentent devant un juge son passé pour essayer de faire un peu de comprendre pourquoi. Et ça avait fait forcément une polémique énorme. C'est-à-dire des gens qui étaient là, mais grave, peu importe, on a tous subi, ce qui est fou de cette génération de boomers ou avant, ils ont tous subi beaucoup de choses. Beaucoup d'actes de violence physique. Physique, sexuelle ou autre. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, on parlait du martinet. Le martinet, je sais pas si tu sais ce que c'est un petit fouet. Oui. En fait, les parents avaient un petit fouet pour les enfants. Alors, c'est très long. De mon époque, pour des auditeurs, je suis née en 78 et j'ai rencontré une copine à moi à peu près en années 90-91. Donc, je sais pas, 12, 13 ans. Et moi, j'habitais en Californie et elle de la Floride. Et elle venait juste de réaménager et elle me disait qu'elle était choquée parce qu'en Floride, à cette époque-là, donc il n'y a pas si longtemps, enfin, moi, dans ma tête, il n'y a pas si longtemps, au début d'année, quand on envoie les enfants à l'école, les parents qui signent des trucs d'autorisation, aujourd'hui c'est des RGPD, conneries comme ça, ben en Floride, à cette époque, c'était est-ce qu'on a le droit de les taper. C'était une sorte d'objet qu'on utilisait pour faire des fessées aux enfants en bois, arrondi. Comme un paddle. Exactement, comme un paddle. Comme une raquette en bois, en fait. Ou un truc de cricket. Je sais pas exactement en quelle forme ça avait, parce que moi, j'ai jamais vécu ça. Et je me souviens qu'elle m'a raconté ça. Moi, de la Californie, j'étais hyper choquée comme prof. T'as pris un enfant. Enfin, moi, j'avais jamais connu ça. Mais tu vois comme quoi c'est pas très, très loin. Et tu vois comme quoi la Floride est fucked up. Ben, ils le sont toujours. Bien sûr. Voilà. Et du coup, c'est ça, cette idée-là, elle est rentrée en tête. Et ce qui me choque aussi par ces personnes-là, c'est que moi, je connais des gens qui ont voté pour Trump, soyons clairs, qui m'ont parlé des abus qu'ils ont subis par leurs propres parents, des abus qu'ils ont su plus tard que leurs cousins, que leur famille, des choses avec lesquelles ils vivaient, qu'on ne parlait pas, parce qu'on ne parlait pas de la santé mentale. Non, bien sûr. Mais ces mêmes personnes votent Trump aujourd'hui parce qu'ils n'aiment pas en parler. Et qu'ils aiment bien ce retour à la normale. Et je comprends pas le retour à la normale qu'ils sont en train de vivre. Vous voulez que vous soyez abusés de nouveau, sexuellement, physiquement, par vos parents et qu'on dit rien? C'est ça? On ferme la clé? C'est ça que la recherche? Je sais pas. Bon, je suis rentrée un peu trop. Non, mais c'est pour ça, allez voir votre psy. Voilà, les psys, ça peut faire du bien. Les psys, c'est la vie. Parler de soi-même et sortir les choses dans un contexte de quelqu'un qui est là pour vous aider. Peut-être parfois il faut changer. C'est pas le premier qui est le bon. Peut-être qu'il faut changer 5, 10 fois. Mais vous trouverez le bon. Voilà. Cet épisode sera votre signe. Allez parler avec quelqu'un. La santé mentale, c'est important. Joseph, ça aurait lui fait du bien. Ça lui a fait beaucoup de bien. Bon. J'ai beaucoup aimé. Ouais. Le vin? Ouais. Ah ben, donc toi, cette note, c'est? Comment? La note. Moi, 4. Honnêtement.
J'ai Ouais. vraiment kiffé. J'aime beaucoup. Je trouve qu'il n'est pas forcément là comme ça, sans rien à manger. Je suis Par un contre, peu il m'a un fan. peu attaqué. Je trouve qu'avec des fruits de mer, des huîtres que tu n'aimes pas, Non. quelque chose comme ça, ce vin, il serait fantastique. Donc, je veux le rejuger. Donc, je donnerai pas de note parce que je pense que c'est pas forcément sans Un rien. vin d'apéro. Ouais, après, un vin d'apéro avec des choses spécifiques. Je pense que je prends ce vin avec des huîtres. Je Genre, pense que je suis aux anges. Ok. Voilà. Je dis ça, moi, je dis rien. Donc, je m'abstiens. J'aime pas, je mange pas d'huîtres, donc. Donc, Je ne sais pas. fucked up bitch. Voilà. Voilà. Et sur ça, Sur ce, sur ce, j'adore. see you Bye, next week, motherfuckers. bitches. Si t'aimais ça, like and subscribe.